Nous sommes dans le Tosfot. La Torah Eida Ticheres, Sheno Yatset Dofio Tsemide Dofio. Donc, on a vu la dernière fois, on avait posé la question sur des ustensiles qui sont plombés, recouverts de plomb. Ils sont en argile mais recouverts de plomb. On s'était demandé si ça absorbe ou pas. On avait dit que l'expérience prouve que ça suinte de l'extérieur, donc ça prouve que ça pénètre dans l'argile. Et une fois que c'est dans l'argile, il n'y a plus moyen de le faire ressortir. Et c'est là que la Gemara disait, on le sait de la Torah. La Torah a témoigné sur les ustensiles en argile que une fois qu'ils ont absorbé quelque chose, ils n'arrivent plus jamais à le dégorger complètement. Comment est-ce que la Torah nous a montré ça? Dans la paracha de Tzav, on parle des ustensiles qui ont servi à cuire des sacrifices et qui ensuite, au bout du moment où le temps de consommation des sacrifices est passé, donc le goût devient notar et devient interdit par la Torah. Et bien la Torah elle dit si c'est du métal, il n'y a pas de problème, on le cachérise. Si c'est de l'argile, il faut le briser. Donc ça prouve que l'argile n'est pas cachérisable. Alors on avait commencé le Tosfot, donc je n'y reviens pas, et je le prends là où nous sommes restés la dernière fois. Alors, ça commence... Imtomar, oui, exactement. Alors, c'est combien de lignes à partir du début du Tosfot? Après le titre du Tosfot, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Imtomar, c'est une nouvelle question, elle n'est pas vraiment liée avec ce qui précède, donc c'est agréable. Imtomar, Tosfot demande Va allo yotse mide dofio al yede kivshonot. Mais pourtant, l'argile peut dégorger complètement le goût qu'il contient dans ses parois si on fait appel à des fournaises qui kivshonot. Donc la question est comment la Gemara peut-elle dire que la Torah atteste qu'on ne peut pas cachériser l'argile et qu'il faut le casser, alors qu'on va avoir la preuve dans la Gemara qui suit que non, il y a une solution de cachériser l'argile en le mettant dans des fournaises. Alors comment on sait ça? De Bezvachim, dans le traité Zvachim, de Perek Damchatat, dans le chapitre intitulé ainsi, Parir, on pose la question, c'est une question qu'on a déjà vue dans d'autres Rishonim, donc ce sera facile à comprendre. La Gemara demande Velehadrinu le kivshonot, ve'amai kederot bamigdash ishaveru. Pourquoi disons-nous là-bas que les marmites en grès, en argile, qui ont servi à cuire des sacrifices au Beth Amikdash, il fallait les briser systématiquement? La Gemara demande, il y a une autre solution, au lieu de les casser, on peut les hadrinou, les remettre dans les fournaises. Pourquoi remettre? Parce que quand ils ont été fabriqués la première fois, comment on fabrique un ustensile en argile? On le cuit dans un four. Alors on n'a qu'à le remettre dans le four et ça va le cachériser. Comme ça la Gemara demande. Qu'est-ce qu'elle répond? Si elle répondait à ça ne se cachérise pas, on n'aurait pas de problème. Mais c'est pas ça la réponse. La réponse c'est Umeshani. La Gemara répond le fiche en kivshonot birushalayim. On n'a pas le droit d'installer de fournaise à Jérusalem. On avait vu pourquoi. Parce que qui dit fourneau dit fumée, qui dit fumée dit pollution. Et on ne veut pas qu'il y ait dans Beth Amikdash et à Jérusalem, dans tout Jérusalem, de la fumée qui pollue l'atmosphère. On était écologique avant l'heure. Et donc, en tout cas, on voit, donc ce qu'on peut déduire, dit Tosfot, par conséquent, donc, yesh kivshonot, si on se trouve dans une localité dans laquelle il y a des fourneaux, shari b'chazara le kivshonot, ce serait donc permis de cachériser l'argile en le remettant dans un fourneau. Donc comment se fait-il que la Gemara dise ici le contraire? Donc on a une contradiction entre un verset, en fait, une autre Gemara qui interprète le verset et la Gemara dans Zvachim qui semble dire le contraire. Donc c'est une question difficile. Vechen, de la même façon, le Eil précédemment, Amar, on a dit dans la Gemara, Kederalo, que quand on a une marmite en argile, on ne la cachérise pas par le feu. Pourquoi? Dilma Chayesale. On a vu ça, c'est dans la même page. On a peur que comme l'argile est un petit peu fragile, la personne qui va cachériser,
elle va avoir peur de faire claquer son ustensile et elle va bâcler la cachérisation. Donc, s'il n'y avait pas cette crainte, si elle faisait une cachérisation complète et sans bâclage, ça serait cachérisé. Donc, c'est une deuxième preuve. Et là, c'est de la Gemara elle-même. C'est la même page. Dans la même page, on laisse entendre qu'on ne peut pas cachériser l'argile. Et plus haut, on a dit que oui, on peut cachériser, mais on ne le fait pas de peur qu'on le fasse mal. Pourquoi tu as choisi cet ordre-là? Parce que... C'est suggérer la question, en fait. Pardon ? En insistant que c'est de la page et que vraiment... Alors pourquoi il n'amène pas d'abord cette preuve-là qui est immédiate par rapport à nous, ce qu'on vient de voir, et après il peut... C'est plus fort, la preuve d'avant, elle est quand même plus forte, parce qu'elle dit, elle pose la question des kifshonot. Là, on n'a pas parlé de kifshonot d'abord. On a dit... Il n'a pas que la cachérisable à cause d'un risque que la personne... La Gemara, elle avait dit, oui, qu'on fasse sec. Voilà, donc c'était faisable. Ouais. Donc c'était faisable. C'est juste chez ma paquet, il va pas clé ou il va pas avoir le... Donc c'est direct aussi. Mais c'est plus, je sens que la première preuve, elle est plus forte, elle est plus flagrante, parce qu'on pose la question carrément, pourquoi ne cachérise-t-on pas les kedérot? Et on dit, c'est parce qu'il n'y a pas de kifshonot. Donc s'il y a des kifshonot, on cachérise. Donc ça, c'est comme s'il y avait écrit, on peut cachériser dans les kifshonot. Là, c'est une déduction. Tu me dis que c'est parce que tu as peur qu'il le fasse mal, donc s'il le faisait, donc c'est moins explicite. L'autre, il est plus explicite. L'autre, c'est, on peut le faire, si on avait, on le ferait. Je trouve que c'est plus explicite, c'est pas une déduction. V'chein amar, et d'ailleurs dans la même Gemara chez nous, on a aussi dit, Imalia Gumre Shapir Dami. On parlait d'un ustensile en argile, qu'on a l'habitude de comment il s'appelait vous voyez, c'est tout Haïbouchia, on a vu dans la Gemara. Là, vous avez un petit alef et c'est sous le alef. Haïbouchia, et c'est comme Ibachutsu, Ve'asur. Que le bouchia, on ne peut pas le cachériser parce qu'on le chauffe de l'extérieur. Et nous, il faudrait qu'on mette la flamme à l'intérieur. Mais si on a mis à l'intérieur, là, Shapir Dami. Là, ça va, et c'est même permis a priori, parce qu'on ne craint pas qu'il batte dans ce cas-là. Donc la preuve est encore plus forte ici, puisque là, dans l'autre, on dit qu'on ne peut pas le faire. Là, on dit on peut le faire. Donc on a encore une deuxième preuve. Là c'est la preuve peut-être la plus claire. Alors voilà la question. Donc la question est comment on résout la contradiction. Que d'un côté on nous dit qu'on ne peut pas cachériser l'argile, et d'un autre côté on voit des preuves où on dit qu'on peut oui cachériser l'argile. Omer Rabbeinu Tam répond de Ze lochashi viyotse mide dofio. Le fait de cachériser de l'argile, un plat en argile, une casserole en argile en la mettant au fourneau, ne peut pas être considéré comme un ustensile dont on a fait sortir le goût qui était contenu dans les parois. Pourquoi ? De Kivan chez Siko, parce qu'à partir du moment où on l'a fait chauffer dans le four, Naase que Kli Hadash, il est remis à neuf complètement. Le Kli Cheres, quand vous le mettez au four, il va fondre, et après il va se solidifier. C'est un ustensile neuf que vous allez sortir du four. Naase que Kli Hadash, chez Ken Derech Kli Cheres, parce que c'est comme ça qu'on fabrique. C'est comme ça qu'on a l'habitude de fabriquer les ustensiles en argile. Que chez Osinoto, quand on le fabrique, Notni Noto Bakifshan Lassiko, on le met dans la fournaise pour le faire chauffer et après on le sort. Et donc si on fait ça, on va remettre l'ustensile à neuf. Et alors c'est quoi l'explication ? Ben oui, donc on a fait sortir le goût ? Non, réponse non. Quand on dit fait sortir le goût, ça veut dire l'ustensile est toujours là, l'ustensile de base il est là, et je suis arrivé à l'extraire son goût. Là c'est autre chose. Là je ne fais pas sortir le goût, je crée un nouveau ustensile, je transforme mon vieil ustensile en nouvel ustensile. Donc ça contredit. Comment ça résout la question ? Donc toutes les preuves qui laissent entendre qu'on peut cachériser,
C'est juste, on peut cachériser. Mais ça ne contredit pas la Gemara qui dit chez nous, à Torah et Ida, la Torah a témoigné que le Kli Cheres ne peut pas, on ne peut pas le vider. Ça c'est juste, parce que la Torah dit que la seule chose que tu peux faire, c'est créer un nouvel ustensile à la place. Donc ce qui revient à dire que je détruis l'ancien. Donc c'est pas faux de dire qu'on ne peut pas, sans détruire l'ancien, on ne peut pas faire sortir le goût. Oui, mais les massés, vous ne le détruisez pas, il est là. Il a disparu, il n'est plus là. C'est plus le même d'ailleurs. Vous ne le reconnaîtrez même pas. Si c'était un vieil ustensile qui avait 10 ans, et vous le ressortez, ça devient un ustensile neuf. Il dit que c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, c'est comme ça que certains cachérisent la porcelaine. Les machmirim qui veulent faire la cachérisation de la porcelaine, le khatrila sans kula, ils remettent l'ustensile en porcelaine, la vaisselle en porcelaine, ils la remettent au four, elle ressort neuve, complètement neuve. Donc c'est plus le même. C'est comme si c'était un hiboun, ça veut dire que Pardon ? ça supprime, ça brûle le... Ah, ça brûle tout. Ah oui, d'ailleurs, vous avez raison, on n'a pas fait sortir le goût, on l'a brûlé. On a supprimé. Mais ça tout l'hiboun, c'est comme ça. Tout l'hiboun, ça va être comme ça. Pour expliquer le chat, l'ustensile est là, mais on n'a pas sorti, on l'a brûlé. Il reste à l'intérieur, on peut le sortir. Ouais. Et notre simile de Dofio reste valable. Alors, non, mais l'idée telle que c'est formulé, c'est pas la question qu'on l'a brûlé ou pas brûlé, parce que tout l'hiboun, on brûle. C'est pas... Mais c'est que quand on dit Yotse Midé Dofio, on sous-entend qu'on a encore le vieil ustensile est toujours là. Et là, on n'a pas, on a transformé le vieux en nouveau, donc on considère que le vieux, il est cassé. Alors, il y a un autre teroutz que j'ai vu dans le Rashba. Le Rashba, il propose une autre réponse pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il dit que quand la Gemara a dit chez nous que En, à Torah Ida, al Ficheres, Sheno Yotse Mide Dofio, Leolam, il faut comprendre al Yode Agala. C'est pas mal ça. Ce que la Torah dit, c'est qu'on ne peut pas faire Agala sur le Ficheres. L'Iboun, on peut faire, comme on voit dans les autres Kmarot, mais Agala, on ne peut pas faire. En disant comme ça, c'est pas mal. Sauf qu'il y a quand même encore un certain nombre de problèmes qu'il va falloir résoudre après ça. On continue la suite du Tosfot. Ve'im Tomar, Tosfot demande, Ve'echi maïte ra'aya midirtiv yishaver. Alors maintenant, Tosfot passe un peu à un autre registre, et il dit, ok, mais comment on a apporté la preuve qu'on ne peut pas cachériser l'argile? C'est parce que la Torah dit qu'il faut le briser. Alors il dit, mais en quoi le fait que la Torah me dit qu'on doit casser le klicheres dans lequel on a cuit le korban khatat, en quoi c'est une preuve qu'on ne peut pas le cachériser? Dilma, peut-être que la raison pour laquelle la Torah exige qu'on détruise l'ustensile, Xerat Akatuvu, c'est peut-être simplement un décret divin qui n'a rien à voir avec la cachérisation. Peut-être que ce que la Torah me dit, parce que là on parle de quelque chose de particulier, on ne parle pas de n'importe quel kéli, on parle d'un kéli qui a servi au sacrifice. Alors peut-être que la législation sacrificielle dit, à partir du moment où tu as cuit tu as cuit un sacrifice dans l'ustensile en argile, c'est à usage unique. Après on s'en débarrasse. Peut-être que c'est ça. Alors de quel droit supposer que c'est ça? Non, Tosfot justifie, c'est pas juste comme ça. La preuve, dit-il, d'afilou telao be'avir atanu, bay atam rami, il faut corriger, c'est pas rava, c'est rami bachama, ikapid rachamana abishul belo balua olo. La preuve qu'il y a une possibilité d'exigence de la Torah de destruction qui ne soit pas liée à un goût, à une cachérisation, c'est que là-bas, Rami Bachama pose la question. Si on a utilisé un four, mais uniquement l'espace du four, sans toucher les parois, c'est-à-dire que le korban khatat, on l'a cuit ou grillé à la broche. Donc on a pris on a embroché la viande, on l'a rentré dans le four, ça a roulé, et donc ça a cuit. Et là, la Gemara, donc ça n'a pas touché. Donc les parois
sont immaculés. Et on demande, est-ce qu'il faut casser le four ou pas? S'il est en argile, est-ce qu'il faut casser le four? Et donc la Gemara le formule en disant comme ça, Aï kapid rachamana abishul belo baloua olo. Est-ce que la raison pour laquelle la Torah exige qu'on brise, c'est parce que ça a servi à cuire? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une absorption? Donc on voit bien qu'on envisage de dire que la Torah, même il n'y a aucune absorption, donc s'il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas de problème de cachérisation, et quand même la Torah me dit, tu le détruis, pourquoi? Parce qu'on a cuit dedans. Donc on voit bien qu'il y a un raisonnement qui consiste à dire, un ustensile qui a servi à cuire, indépendamment de tout problème de cachérisation, il ne peut plus servir. Alors quelle est la preuve du coup? La question devient solide. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le Passouk opposait métal et argile. Ça, c'est une bonne remarque. Il dit quoi? Ça, c'est intéressant. On va voir la réponse de Tosfot. C'est bien? Regardons la réponse. C'est pas le parchet de Bar. Non, mais c'est pas lié à la paracha de Bar Mitzvah. Non, ça pourrait être que tu as lu déjà la réponse de Tosfot. Ça non plus. Alors, regardons la réponse de Tosfot. Veyesh lomar. Tosfot répond. De l'éclit. Alors, attendez, j'ai un lamed. C'est quoi le lamed déjà? Kivan. Il faut rajouter le mot kivan. C'est le maram Lublin. Vous l'avez aussi dans un Gilion. Vous avez dans toutes les éditions, il y a une mention marginale du Gilion qui rapporte que le maram Lublin rajoute ici le mot kivan pour que ce soit plus clair. Kivan de le kline choshet, mo'il shtifa umrika, afilou bebishul ubaloua. Puisqu'on voit que la Torah, elle a dit par contre que si c'est de l'argile, que si c'est pas de l'argile, mais que c'est du cuivre, alors dans ce cas-là, on peut cachériser. Shtufa umrika, on a vu que ça veut dire agala et ensuite rinçage. Afilou bebishul ubaloua, même si ça a carrément servi à cuire et qu'il y a eu de l'absorption, il y a eu du goût dedans. Imken, dans ces conditions, Mache ikpid bikli cheres abishul belo baloua. S'il est vrai que, comme la Gemara l'envisage là-bas, que la Torah dit oui, mais dans le kli cheres, il faut le casser, même s'il n'y a pas eu d'absorption. Haïnou le fiche et asao que bishul ou que baloua. Le guéder de la xeratakatouv, tu as raison qu'il y a une xeratakatouv. Mais ce serait quoi la xeratakatouv? C'est de dire que quand c'est bichoul sans blia, la Torah dit on fait comme s'il y avait une blia. Et donc quoi? Et donc si on me dit que le klicheres, on peut pas, il faut le casser, ça veut dire qu'il peut pas être cachérisé, parce que tout le guéder, c'est de dire qui est blia ou pas blia, on considère qu'il y a une blia. Et de ce fait, il faut le casser. Mais pourquoi tu veux le casser? Tu peux le cachériser. Alors, nechoshet, oui, mais cheres, non. La réponse n'est pas très claire. On ne comprend pas tellement bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand même une zeratakatouv. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Netanel, en disant dans le métal, c'est différent? Et alors? Donc maintenant, vas-y, tu vois, c'est ta réponse que Tosfot a donnée, mais elle nécessite une petite explication quand même, parce que quelle était la question de Tosfot? Peut-être que la raison pour laquelle la Torah a dit qu'il faut le casser, c'est Stam Xeratakatouv dans les sacrifices. La preuve, c'est que même lorsqu'il n'y a pas de goût, eh ben, il faut aussi, la Torah exige aussi qu'on casse l'argile. Alors qu'est-ce que Tosfot répond? Oui, mais dans le métal, dans l'argile, c'est dans le fer ou le cuivre, c'est pas comme ça. Ok? Le cuivre, c'est pas comme ça. Mais dans l'argile, c'est comme ça. Dans le traitement, non plus. Pardon? Dans le traitement, ça veut dire comment faire. Ça veut dire que c'est... Dans l'argile, non. Donc c'est ça la xeratakatouv. Alors peut-être que c'est xeratakatouv que dans le cuivre on cachérise, mais dans l'argile, bien qu'on puisse aussi cachériser, eh ben on le détruit. Oui, mais vous voyez, pour ne pas dire ça. La xeratakatouv, on voit que c'est pas une xeratakatouv comme ça sans raison, puisqu'on voit de l'autre côté qu'il y a oui une cachérisation. Voilà. Donc il faut dire que la xeratakatouv, c'est que là, il n'y a pas de cachérisation. Alors c'est-à-dire, le Maharshal explique. Le Maharshal explique. Et il dit comme ça, c'est-à-dire que dire que la Torah ferait une distinction entre l'argile et le cuivre,
comme ça, en disant le cuivre, tout va bien, tu cachérises, l'argile, tu pourrais le cachériser Sans aussi, raison. mais je t'interdis. Il n'y a aucune logique là-dedans. Là, il y a plus, c'est pas compréhensible. Cette différence, qui est d'Exerot à Katouv dans la Torah, c'est clair. Que la Torah me dit que même s'il n'y a pas d'absorption, c'est comme s'il y avait absorption. Il y a une certaine... C'est Exerot à Katouv, parce qu'il n'y a pas d'absorption, tu me dis que tu fais comme si. Mais au moins, il y a une direction, il y a une cohérence. Alors que là, nous dire, dans l'argile, oui, et dans l'argile, non, et dans le cuivre, oui, alors que ça serait exactement la même chose, c'est pas cohérent. Il est beaucoup plus logique de dire que ce que dit la Torah, c'est que l'argile n'est pas cachérisable. Le cuivre, il est cachérisable. Alors donc, déjà, il y a une différence claire, c'est que l'argile, s'il a absorbé, on ne peut rien faire, alors que le cuivre, s'il a absorbé, on le cachérise. Maintenant, il y a un petit complément que la Torah nous dit, et même si ça n'a pas absorbé, on fait comme si ça avait absorbé. Peut-être, on pourrait expliquer même de manière générale, ça pourrait même être cohérent en disant, pour ne pas qu'on fasse des distinctions et que les gens se trompent, alors on l'a généralisé. Donc ça devient quelque chose qui dans l'ensemble, est cohérent. Mais dire simplement, ouais, le cuivre, oui, mais l'argile, non, alors qu'il n'y a aucune raison, c'est pas possible. Voilà la réponse de Rav Elutam. Quelle est la logique de Tosfot de poser cette question maintenant? Car si cette question, elle devait s'imposer en premier, une fois que je valide que le fait que la Torah dit de Fiomirolam, c'est un problème de cachérisation, alors vient la question d'après, que j'ai des endroits où je vois que ça cachérise. Mais la première question que vous avez posée en arrivant, Kivshonot, etc., elle n'existe pas si la question qu'on vient de voir maintenant n'était pas répondue. Je n'ai pas compris. C'est quoi votre question? C'est que dans l'ordre ou bien Oui, que l'ordre. c'est l'ordre ou bien qu'il n'y a pas de rapport entre les questions? Un rapport très juste. Si vous dites, sa question maintenant, c'est de dire, qui te dit que la raison de la Torah de me dire de détruire l'ustensile, c'est pour un problème de cachérisation? Alors si tu me dis que c'est pour un problème de cachérisation, j'ai plus les questions d'avant, de Kivshonot. Parce qu'après, dans la question d'après, c'est, mais tu vois qu'on peut cachériser. Oui, mais nous, on parle on parle de notre Gemara. Dans le Gemara, on voit clairement que c'est un problème de cachérisation. La Torah Aïda. Donc, la première. Donc, si on essaie de faire le plan alors des questions, le plan celle qu'on a fait la semaine dernière, j'y reviens pas, j'ai oublié. Et mais alors, après la première question qu'on a eue, la Torah nous dit, la Gemara nous dit ici, Tosfot prend, c'est le titre du Tosfot. Le problème de Tosfot, c'est le titre. La Torah et Ida, alors, d'où on sait ça? Quel est le pshat dans la Gemara? Où est Torah et Ida? Parce que Yishaver, comme ça Rachid l'avait dit, parce que Yishaver. Alors, première question de Tosfot, c'était... Tu vois par ailleurs que... tu vois par ailleurs qu'on n'a pas besoin d'être chaver. Voilà. Alors, le Yishaver, il n'est pas à prendre... on ne peut pas le comprendre au sens propre. Le Ishaver n'est pas exclusif d'une cachérisation. Voilà. Comment tu peux déduire comment tu peux dire, puisque la Torah a dit qu'on va le casser, qu'on ne peut pas le cachériser, on voit qu'on peut le cachériser. Donc le Ishaver, il faut l'interpréter autrement. Tu peux pas, donc c'est la base du Ishaver qui fait problème. D'accord? Alors Tosfot dit non, ça rentre dans Ishaver. Parce que quand on fait la cachérisation par les kifshat, c'est une sorte de shvira quelque part. Donc c'est englobé dans la shvira. Donc le yishaver, il est bon. Alors maintenant, deuxième problème. Mais ce yishaver-là, je ne peux pas l'interpréter. Peut-être je pourrais l'interpréter autrement. Ah mais c'est ce que je dis, c'est que si vous l'interprétez autrement, oui, mais la question au niveau de l'ordre, n'existe plus. Oui, mais au niveau de l'ordre, la première des choses, c'était tu me dis que ça qu'on ne peut pas le cachériser. Commence par ça. Tu ne peux pas cachériser. On voit oui qu'on peut cachériser. C'est la question qui sort. Mais c'est peut-être pas un problème de cachérisation. Donc avant de me dire j'ai une preuve que c'est... Mais la Gemara me dit que c'est un preuve. De toute façon, la Gemara elle a dit que c'est un preuve de cachérisation. Après, on va demander, mais comment la Gemara elle le sait? C'est un autre problème. Mais ça, c'est un acquis. La Gemara elle le dit, que c'est un problème de cachérisation. Donc elle a dit ça, et elle dit le contraire. Donc c'est la question qui vient en premier, c'est une contradiction entre les sougiotes. Après, c'est une question de Havana dans notre Gemara. C'est moins fort. On peut comprendre. Ça me choque pas. Par contre, maintenant, il y a encore une question qui est soulevée par Tosfot. Et là, peut-être aussi, on pourrait se demander pourquoi il a attendu maintenant pour la poser. Où le Rabbeinu Tam, yesh le akshot. Donc, il revient. C'est là, ça m'a fait problème parce que on avait quitté Rabbeinu Tam
on a abordé autre chose, et maintenant on revient à Rabbeinu Tam. Alors c'est peut-être aussi parce que, comme vous dites, la deuxième question, c'était une question de base, parce qu'on remet tout en question en disant, mais c'est peut-être pas d'où la Gemara elle sort ça, donc il fallait traiter ça d'abord. Et maintenant qu'on a traité la Gemara d'une manière générale, on revient maintenant sur Rabbeinu Tam. C'est vrai qu'on aurait préféré rester sur le plan didactique, on était dans Rabbeinu Tam, on aurait préféré rester sur Rabbeinu Tam. Alors, c'est quoi la question que Tosfot pose pour Rabbeinu Tam? Le Rabbeinu Tam, yesh le akshot. Il y a lieu de poser la question suivante. Tanour shenitma amay cholkin leshlosha. Alors là, on ne parle plus de cachérisation. On parle d'un four qui est devenu tamé, qui a été touché par un sheretz. Donc qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand un four a été tamé, il faut le rendre tahor. Alors, si c'est un tanour en métal, eh ben on le met dans un mikvé. Mais si c'est en khéres, le mikvé ne cachérise pas le khéres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser. Alors là, Tosfot se réfère, vous avez la référence peut-être dans la Masoret Hachas, c'est une Mishnah dans Kelim, Perek Ei, Mishnah Zaïd, qui dit que si un four en argile, sous-entendu, a été rendu tamé par contact avec une source d'impureté quelconque, il faut la partager en 3 parties. Alors pourquoi en 3 parties? Pour le casser. Alors pourquoi en 3 parties et pas en 2? Parce que, alors, j'ai vu dans je crois qu'il ferait Israël, ou je ne me rappelle plus, ou le Barthénoura, qui explique, parce que si c'est en 2, il y aura nécessairement une grande partie et une petite partie, parce qu'on ne peut pas arriver à faire exactement moitié-moitié, et donc la grande partie peut être considérée encore comme un four. On peut dire qu'on n'a pas vraiment cassé le four complètement. La petite partie, oui, mais pas la grande. Alors pour être sûr d'avoir vraiment cassé le four complètement, on le casse en 3 parties et verticalement, pas horizontalement. Parce qu'encore une fois, si c'est horizontal, on peut dire qu'on a gardé des petits rondelles qui peuvent être utilisées pour quelque chose. Donc là, on le coupe en 3 parties. Donc ça veut dire, c'est une manière de dire il faut le casser. Alors c'est quoi la question de Tosfot? Pourquoi la Mishnah nous dit-elle qu'un tanour qui était rendu impur, on doit le casser en le partageant en 3 parties? Kivan de Chashiv que Echad. Alors là, ça ne veut rien dire. Chashiv que Echad, ça ne veut rien dire. Donc il y a différentes corrections qui sont proposées. Vous avez un petit aleph qui renvoie au Marilando. Vous devez l'avoir aussi, qui lit Kivan de Chashiv que Echad, ça veut dire Kivan de Chashiv que Chadash. Et puis vous avez un grand aleph qui renvoie à Rabbi Betzalel Rensburg, qui lui propose, il considère que c'est quand même trop grosse, c'est un peu gros de transformer que Echad en Chadash. Alors il dit Acher, c'est mieux. L'idée est la même. Puisque toute l'idée de Rabbeinu Tam, tout le théorème de Rabbeinu Tam, c'est de dire que le four qu'on a mis dans un fourneau, pas le four, l'argile, enfin l'objet en argile qu'on a mis dans un fourneau, il est transformé, il est différent, c'est à nouveau, c'est autre chose que ce qu'on avait. C'est comme une shvira. C'est comme une shvira qui remplace l'ancien. Alors, dans ce cas-là, je suis d'accord qu'il indique qu'il faut casser le tamé. On n'a qu'à faire ça. Les vides, les essais, mais tout l'eau. Pourquoi la Mishnah dit-elle qu'il faut le casser mamash? On a un système halachique qui permet de le considérer comme cassé sans le casser. Comme un nouveau. Donc c'est plus pratique, c'est plus malin. Voilà la question qui est soulevée contre Rabbeinu Tam. Vous irez le Rashba. Alors le Rashba vient à la rescousse de Rabbeinu Tam. Vous l'avez cité tout à l'heure. Mais non, mais là il se met dans l'optique de Rabbeinu Tam. Parce que lui il avait un autre théros. Donc d'après lui la question ne se pose même pas. Par contre, se posera une autre question, préparée après. Vous irez le Rashba. Alors, on a écrit, chez nous, il y a des maïré, il faut corriger, Dafka. C'est pas maïré, mais Dafka. Vous irez le Rashba. Le Rashba répond, de Dafka, Bekeder, qui est-ce qui corrige ça? Je vous le signale, vous l'avez, je ne sais pas dans vos... Moi, j'ai dans Osve Hadar, il signale que c'est... Ah oui, c'est un guilion. Vous l'avez, donc vous l'avez tous. Vous avez tous une correction marginale qui dit que c'est pas maïré, mais c'est de Dafka. Alors, le Rashba nous dit que de Dafka, Bekedera, שאין דרכה להסיק כשמחזירים אותה לכבשונות, אז פנים חדשות באו לכאן. Tout ce qu'on a dit que le maître fourneau
ça le transforme et ça crée un nouvel objet. Ça a été dit uniquement pour une marmite. Parce que la marmite, on n'a pas l'habitude de la chauffer, de la mettre dans un four, de la mettre de telle manière à ce qu'elle brûle. Et donc, si jamais on parle ici encore une fois d'une marmite en argile, si on réintroduit la marmite en argile dans un gros fourneau, comme on l'avait fait lors de sa fabrication, Panim Chadashot Baoulekan. Alors là, effectivement, elle est transformée, elle est méconnaissable, et on peut dire que c'est un nouvel objet qui est venu au monde, et donc c'est considéré comme une shvira. Tout ce qu'on a dit, c'était pour des kederot. Les gmarot qui avaient été cités avant, c'était des kederot. Mais là, on a parlé d'un tanour. Là, on a parlé d'un four. Alors le four, il ne s'agira pas de le remettre dans un four, mais simplement le four, on le fait chauffer à bloc. Alors il dit, aval tanour, kol sha'a v'sha'a masiko mibifnim. Mais les fours, on fait ça tout le temps, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On le chauffe pas de l'extérieur, on le chauffe de l'intérieur. Les fours, le combustible est à l'intérieur, ça chauffe à l'intérieur. Donc, lave que panim chadashot, d'amis. Donc c'est pas des panim chadashot. Et donc, ça shvira. C'est la raison pour laquelle on doit le casser. Mais pourquoi il faut le casser? Parce qu'il faut que ce soit transformé. Et pourquoi il faut que ce soit transformé? Alors, le Kovetz Shiurim intervient ici, Rabbi Elchanan Wasserman. Il dit, mais pourquoi il faut absolument transformer? Réponse, parce qu'ici, on n'est pas dans une logique de cachérisation. Ici, on était dans une logique de Tum'a. Donc, dans la Tum'a, il faut purifier. Et le Kheres ne se purifie pas. Donc, la seule solution, c'est de le supprimer, voire de le remplacer par quelque chose. Alors, la réponse du Rashba, elle est parfaite par rapport à la Tum'a. Mais, il dit, mais la question va se reposer maintenant, au niveau cachérisation, Hadra Kusha le Dourta. À savoir, la toute première question qu'on avait soulevée, c'était quoi? C'était, pourquoi la Torah dit-elle qu'il faut le briser, alors qu'il y a une solution de mettre au kifshan. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu, quand tu mets dans le kifshan, tu le transformes, donc ça devient aussi shvira. Donc quand on parle de la shvira, ça englobe aussi le four. Ça, c'est Rabbeinu. Oui, pour Rabbeinu Tam. On est d'après le Rashba, on utilise la réponse du Rashba selon Rabbeinu Tam. Donc on est dans Rabbeinu Tam. Alors, maintenant, le Rashba, il a résolu le problème de la Mishnah dans Kélim. Oublions la Mishnah dans Kélim. Revenons à la question de base. Il y a la réponse de base de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbeinu Tam? Pourquoi est-ce que on considère que lorsque la Torah me dit Yishaver, ça ne contredit pas le fait qu'on peut le mettre dans le Kifshan? Parce que quand on le met dans le Kifshan, c'est aussi une forme de Shvira. Oui, mais ça, maintenant on découvre que c'était valable que pour les Gderot. Mais il y a aussi des tanours. On a vu que la Gemara avait posé la question pour un tanour, pour lequel on avait fait un bichou semblia. Et donc, dans le tanour, là, quand je cachérise, la cachérisation, elle va fonctionner, mais c'est plus une cachérisation qui transforme l'objet. Et donc, du coup, c'est plus une shvira. Donc la question revient maintenant. Avec cette question-là, pardon? Donc avec la réponse du Rashba, elle casse la réponse précédente. Adrakushia le Dourta. Et c'est parce que le Rashba a l'air de dire, puisqu'il dit ça pour porter main forte à Rabbeinu Tam. Vous comprenez la question? C'est-à-dire que la réponse qu'on avait donnée en disant casser ou mettre dans le four, c'est kiff-kiff. Maintenant, on découvre que c'est valable uniquement pour les Kderot. Mais la Torah, quand elle a dit Yishaver, elle englobe aussi les fours. Et les fours, on ne peut pas les fours, on peut parfaitement les cachériser sans que ça soit cassé. Donc tu ne peux pas me dire que quand on a dit Yishaver, on a englobé aussi la cachérisation. C'est pour la Gdera, oui, mais pas pour le four. Et donc le Rabbi Elchanan reste le Tzarich Iyun sur ça. Alors ce que je propose de dire, je ne suis pas sûr de moi, mais je propose de dire, pour répondre pour Rabbeinu Tam, c'est que la Torah a préféré donner
une formulation qui convient pour tout. La majorité. Qui convient pour tout. Parce que si je disais on les met au feu, alors si je dis on les met au feu, alors non, si la Torah m'avait dit quant aux ustensiles en argile, tu les mettras au feu. Alors dans ce cas-là, ça va être bien pour les fours oui, mais les marmites, on ne peut pas les mettre au feu parce qu'on risque de les casser. Donc on risque de mal le faire. Donc on croira qu'on ne va pas les briser. Alors briser, c'est une formule qui marche pour tout. Ça marche partout. Dire mettre au feu, c'est pas pareil. Pour un four, ça marche, et pour un kedera, ça marche pas. Ou alors il faut la mettre dans un fourneau, mais pas juste mettre du feu dedans, ou du feu derrière plutôt, les allumer comme d'habitude. Dans le four, disons comme ça plus simplement, dans le four, la cachérisation se fait par un usage classique. Dans la marmite, c'est pas un usage classique, c'est un usage complètement révolutionnaire, où on les remet à neuf. On ne peut pas mettre ça sur la même rubrique. La Torah ne pouvait pas utiliser la même formule pour l'un et pour l'autre. Elle a préféré prendre une formule qui va pour les deux, elle a dit Ishaver. Peut-être on peut dire comme ça. Alors pour finir, je vais vous citer aussi la réponse du Rashba. Donc le Rashba, lui, il avait eu un autre Mahalar. Le Rashba, je reprends maintenant le Mahalar qui était de dire quand la Gemara a dit à Torah Eida al Kli Cheres Sheno Yotze Miledofio Leolam, elle parlait de quoi? Elle parlait de Agala. Mais par contre, l'iboud, ça marche parfaitement. Alors la question va maintenant se poser, il y a la question qui peut se poser, oui, dans ce cas-là, pourquoi la Torah dit Ishaver? Si en fait l'iboud marche parfaitement, et que simplement ce que l'on dit, c'est que la gala ne fonctionne pas, alors pourquoi la Torah me dit Ishaver? Elle devrait me dire faire l'iboud. Puisque d'après le Rashba, l'iboud fonctionne partout. Alors pourquoi on ne dit pas l'iboud? La Torah aurait dû dire l'iboud. Qu'est-ce qu'il répond le Rashba? Il dit que si la Torah avait dit l'iboud, et cette réponse-là on pourrait la donner aussi à Rabbeinu Tam au fond, si la Torah avait dit l'iboud, j'aurais pu penser que l'ishbor c'est interdit. La Torah a préféré dire l'ishbor, parce que l'iboud, bon, c'est compréhensible que ça se cachérise. Mais l'ishbor, j'aurais pensé que c'est pas permis. Un plus grand chidouche. Pourquoi? Alors deux solutions. Il donne deux formules pour expliquer pourquoi j'aurais pu penser que ça interdit de casser. Parce qu'en général, chas mamonam. Non, mais si c'est une mitzvah, il n'y a pas de chas mamonam. Si la Torah elle me dit c'est ça qu'il faut faire, c'est très bien. On le fait avec grand cœur. Avec plaisir. Alors donc, j'aurais pu croire que c'est interdit de faire shvira. Pourquoi? Parce que ça va transformer la hazara en poubelle. Shelo le malais est hazara, bashpatot. Parce que l'Agmara elle explique, parce que l'Agmara elle pose la question là-bas, mais qu'est-ce qu'on faisait de tout ce qu'on cassait dans la hazara? L'Agmara dit il y avait un S. Il y avait un S. Ça rentrait dans le sol. C'était parfait. Et donc, du coup, les gens auraient dit, oui, mais ça, donc, je ne peux casser que tant qu'il y aura un S. Mais le jour où il n'y aura plus de S, et rien ne garantit qu'il y ait un S en permanence, là, on ne pourra plus casser. Alors, c'est pour ça que, j'aurais pu croire que, la Torah me dit, quoi qu'il arrive, tu casses. Tu ne te préoccupes pas d'une S. Ça, c'est un pshat. Autre pshat, pourquoi j'aurais pu penser que la shvira ne fonctionne pas? Parce que les tessons d'argile restent avec leur goût de issour. Quand vous faites l'iboud, vous brûlez tout, il ne reste plus le moindre goût de issour. On a dit qu'on a du notar le problème c'est qu'on a du notar dans le kéli. J'aurais pu penser que la Torah, c'est pas seulement qu'elle ne veut pas qu'on utilise le kéli, mais qu'elle veut qu'on détruise le goût de issour. Or, quand vous cassez l'ustensile, vous ne détruisez pas le goût de issour, simplement vous changez l'ustensile en des milliers de tessons. Mais le tam, il est toujours là.
Alors que si vous faites liboud, vous détruisez tout. Donc si la Torah avait dit liboud, j'aurais dit shvira, c'est assour. La deuxième, elle me paraît encore plus belle que la première. Donc ça aussi, on pourrait le donner à Rabbeinu Tam, si on voulait, pour répondre à la question du Kovetz Shiurim. Pardon ? Le notar, il faut le brûler, normalement. Le quoi, Le notar, il faut le brûler. Le notar ? Oui, justement. Alors, ça ne raisonne plus, ça vous confirmez. Alors, j'aurais dit, donc, c'est pour ça le goût de Issour. Il ne dit pas que c'est le notar, mais il parle de Issour. Mais le Issour, c'est notar, c'est ça. Ouais. Comme le Issour, c'est du notar, et que le notar, il a vocation à être brûlé, c'est encore plus fort. Je ne sais pas s'il a voulu dire ça, mais c'était encore plus fort en disant comme ça, c'est vrai. Voilà, donc c'était un peu sophistiqué. Et donc, on va revenir maintenant à la fin de la Sougia. J'hésite un peu parce qu'on pourrait faire. Il y avait un petit commentaire du RAN, mais je préfère qu'on termine la Souga dans la Gemara. Et c'est pas grave, on sautera ce passage du RAN. Je vous signale qu'il y a un passage du RAN, si ça vous intéresse. Vous pourrez lire le RAN qui commente la Gemara sur la Gemara précédente qu'on a fait sur les manées des Kounia, sur les ustensiles qui ont été recouverts de plomb. Alors maintenant, on est dans la Gemara, on reprend dans la Gemara. Avant l'élargissement, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes avant l'élargissement. Amar Rava Baraba, Amar Avriya Barashi, Amar Shmuel. Rava, fils de Abba, dit au nom de Ravriya, fils d'Ashi, au nom de Shmuel, donc c'est surtout Shmuel qu'il faut retenir, Kol hakelim shenishtamshu ba'en chametz betzonen, mishtamesh ba'en matzah. Tous les ustensiles qui, pendant l'année, ont été utilisés avec du chametz, à froid, pas à chaud, à froid, mishtamesh ba'en matzah. Il peut les utiliser à Pessah avec de la matzah. Alors là, c'est pas... alors, rien faire, ça veut dire. Alors, oui, sans rien faire, ça veut dire. A priori, ça nous paraît logique parce qu'on sait que le froid ne l'absorbe pas, a priori. Donc en fait bon, on le rince, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de... Ça, c'est évident, il faut le rincer pour qu'il n'y ait pas de mamachout. Mais le kéli en tant que tel, une fois qu'il est propre, il n'y a pas de problème. Alors, regardez. Alors, est-ce que, même à chaud, vous dites d'après la logique, Eric a raison, d'après la logique, même à chaud, ça devrait être bon, puisque le kéli n'absorbe pas à froid, donc en fait, c'est un kéli qui est neuf, il est comme neuf. Donc je peux l'utiliser. Alors maintenant, il y a deux choses. D'abord, regardez Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, où est-ce qu'il est ? Vous l'avez ? Amar, lui, il a une autre girsa. Amar Rav Zevid. Il cheta, mishme de Shmuel. Nous, c'était pas Rav Zevid. Mais bon, c'est peu importe. Au nom de Shmuel. Kol hakelim shel cheres. Alors lui, il rajoute qu'on parle d'argile. Nous, dans notre version, bon, remarquez, on disait tous les ustensiles. Donc ça englobait l'argile aussi, a priori. Enfin, si on avait un problème, on pourrait dire que non. Là on parle des ustensiles en argile. Shenishtamshu ba'en betzonen, nishtamesh ba'en bepesach. Donc jusque-là, ça n'a pas changé. Je vous signale déjà que le problème de cette souria va être à cause de la girsa du rif. Le rif n'aura pas la même girsa que Rabbeinu Hananel. Pas tout à fait. Au début, il va aussi avoir la girsa de Cheres, comme Rabbeinu Hananel. Mais là, il va ajouter un mot, mishtamesh ba'en matzah, betzonen. Et donc là, on va se poser la question, mais vous avez dit que, puisque c'est froid, le froid n'absorbe pas, donc on devrait le pouvoir faire à chaud aussi. Donc ça va être la problématique principale de cette nouvelle sougia. Mais on va continuer la Gemara. Pour l'instant, on ne tient pas compte du rif, donc on comprend, comme vous avez compris, que du moment que ça a été utilisé qu'à froid, il est comme neuf. On peut utiliser à chaud sans aucun problème. Mais il y a une exception. Chutz min bet seor. Sauf l'ustensile qu'on a utilisé à froid pendant toute l'année, mais on l'a utilisé comme bet seor, comme endroit, comme récipient dans lequel on introduit le levain. Ho'il shechimutso caché.
étant donné que c'est une fermentation qui est très forte. Donc là, on ne peut pas. On va regarder dans Rashi, qu'est-ce que c'est que ça, que le Bet Seor. Alors, il y a une aversion, je suis étonné qu'elle ne soit pas signalée. Vous avez un premier Rashi, Bet Haroset. Bet Haroset, on n'a pas vu encore, il va venir après. Et c'est dans le deuxième. On va commencer par celui-là. Je pense que c'est une erreur, pas de raison. Donc, on regarde d'abord celui-là. Dans la Lacha, c'est marqué Bet Seor avant Bet Haroset. Oui, alors pourquoi, dans la Gemara aussi, mais pourquoi Rashi avait ici, dans son Dibur Amatrin, je ne sais pas. Bet Seor, qu'est-ce que c'est qu'un Bet Seor? Keli, c'est un ustensile. Chez Aïcha, dans lequel la femme parce que c'est la femme qui fait la cuisine, Shora ou Manachat Bo et Seor. Alors d'après la version qu'on a, c'est comme ça. Shora, ça veut dire elle trempe, elle fait tremper et dépose dedans, donc ça veut dire elle dépose dans. Il y a de l'eau à l'intérieur, et elle met le levain dans l'eau et le fait reposer dans ce récipient. Il y a une autre version, dans le Rashi du Rif, il a écrit Umemachabo. Ça complète. Elle fait dissoudre le levain. Donc ça complète en fait. Pourquoi elle mettrait dans l'eau? Elle met le levain dans l'eau pour le dissoudre. Et ensuite, quel est l'intérêt? Pourquoi elle fait ça? On continue dans Rashi. Venot nato baïsa. Et après, une fois qu'elle a eu une solution de levain, elle va l'introduire dans la pâte. C'est une manière de faire une sorte de levain liquide pour faire fermenter la pâte. Donc comme c'est quelque chose qui contient du levain, le levain c'est ça qui est l'agent de fermentation de la pâte, donc c'est très fort. C'est ça ce que dit la Gemara. Et donc Rashi nous dit, je continue dans Rashi, Upeamim sheusho esham balayla. Et il arrive parfois que ça reste une nuit entière. On a l'impression que, d'après Rashi, il faut qu'il y ait au moins une nuit. Une nuit plus une fermentation, les deux ensemble, ça fait que ça va être absorbé dans le kéli. Et nous, on ne connaît pas ce din de Laïla. On a vu la Kavouche et le Rishonim, mais si c'est que Laïla ou pas. Laïla? Ouais, il y en a qui disent que c'est Laïla. Moi, il me semble que c'est ou bien 24 heures, mais avec le het, ou alors c'est Yassim Alaesh et Yatri Lartiar pour les choses qui sont. Je confonds avec Lina pour Genet. Ah oui, ça c'est autre chose. Peut-être je confonds avec ça. Ça, je suis d'accord avec vous. La chita de Rashi, c'est que par rapport au din de Noten Tam Mifgam, il suffit d'une nuit. Et ça, je ne crois pas que dans Kavouche, je n'ai pas vu de nuit. Et si on voit dans Rashi qu'il pense qu'une nuit plus une fermentation, ça crée une absorption. Et donc, quand ça crée une absorption, on ne peut plus l'utiliser. Au moins à chaud. Au moins à chaud. Ouais. Tout c'est à chaud. On continue la Gemara. Donc, Chutz mi bet seor oil shechimut so caché. Amar Ravashi, maintenant c'est Ravashi qui intervient et qui dit, je suis d'accord, et j'en rajoute, ou bet charoset que bet seor shechimut so caché dami. Et un bet charoset, on va voir tout de suite ce que c'est qu'un bet charoset, un endroit où on met charoset, ça a le même statut qu'un endroit où on met le levain, parce que dans les deux, on peut dire qu'il y a une fermentation puissante. Alors reste à expliquer qu'est-ce que c'est bet charoset. Regardons Rashi. Keli, shenot nibo chometz, v'chol davar sheshlo kihui. Donc bet charoset, c'est un ustensile dans lequel on introduit du vinaigre, et plus généralement, toute chose qui a kihui, de l'acidité, je dirais, ou de l'aigreur. Ou regili litenbo kemach. Et l'habitude est de mettre dans ce même kéli, avec le vinaigre ou avec les acides, on met de la farine. À quoi ça sert? Vasouille le tabelbo bassar kolimot hashana. Ça sert à épicer la viande pendant tous les jours de l'année. Ve'akemach mitrametz. Mais la farine, comme elle est en contact avec des ferments, elle se met à fermenter. Mais chamat akioui, du fait de cette acidité. Et donc il y a une acidité forte qui crée une fermentation puissante. Donc c'est la même chose que bet seor. Rashi continue en disant Velachon charoset, le mot charoset, ça veut dire kihui. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire kihui en hébreu, alors je vous le dis en français, nous dit Rashi, et il nous dit aigrum, A-I-G-R-U-M,
qui veut dire acidité. Non, aigre, c'est comme aigre, c'est de l'aigreur. Voilà, donc tout est très bien. On continue encore. Amar Rava, Rava dit, Hane Agne de Mechouza. Alors c'est quoi Agne? On parle des Agne qu'on utilise dans la ville de Mechouza. Mechouza, c'est connu, c'est la ville de Rava. Donc Rava, il parle toujours de ce qui se passait dans sa ville. Mais c'est quoi Agne? En général, on traduit Agne par des moules dans lesquels on met de la pâtisserie. Là, c'est ce que dit Rashi quelque part, il dit ça, il dit Arevot. Arevot, c'est des moules, mais là, après, il traduit en français. Et il dit Mez, M-A-I-Z. Et apparemment, ça veut dire pétrin. Pétrin. Arevot, c'est pétrin. Les pétrins, vous avez des petits trucs de farine dans la... Il me semblait que Areva, c'était... Une fois que la farine... Quelle est la différence entre le moule et le pétrin? Dans le pétrin, on fabrique la pâte. On met la farine, on met l'eau, et on travaille la pâte, et ça donne de la pâte. Et après, la pâte, on la met dans le moule. Donc moi, j'avais en tête que Areva, c'était plutôt le moule, mais là, clairement, c'est plutôt le pétrin. Donc les pétrins, de Mechouza, Ho'il ou te dirait le mélange be'ou khamira. Donc là, on voit bien que c'est des pétrins, puisque étant donné que te dirait, c'est-à-dire, il est fréquent le mélange d'y pétrir khamira du chametz, ou mashhu be'ou khamira. Et ce chametz là, on le laisse dedans un certain temps. Que Bet Seor Shechimutso Kashedami. Ça a le même statut que Bet Seor, puisqu'on y met de la farine fermentée qui va rester longtemps dedans. C'est la même chose. À tel point que la Gemara s'étonne. Elle dit Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, il y a un chidouche. Maou de Teima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui va de revicha, shalit be'u avira velo bal'e. Et la différence, c'est que là, ce sont des récipients qui sont évasés, qui sont larges. Et du fait qu'ils sont larges, shalit be'u avira, il y a de l'air qui domine. Et donc ça aère le tout. J'aurais pu croire que l'eau balai, ça empêche l'absorption de se faire, parce que ça fait évaporer, ça dilue la fermentation. La puissance de la fermentation. Kamashmalan que non. Il y a peut-être un peu qui va dans l'air, mais la partie qui touche le kéli, ça absorbe. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a appris là maintenant? C'est qui est évasé? Ce sont les deux? Pardon? C'est Bet Haroset ou Bet Seor qui sont évasés? Non, c'est aucun des deux. Ni Bet Seor, ni Bet Haroset ne sont évasés. Donc là-bas, on a dit que c'était assourd d'utiliser à chaud. Mais là, maintenant, les Arevot de Mechouza, eux, c'est des grands pétrins qui sont largement ouverts. Et donc là, Rava s'est dit, ils ne vont pas savoir. Donc il vaut mieux le dire que le sous-entendre. Voilà, il nous reste 5 minutes. On va commencer l'étude du Rif. Alors, je saute un petit passage sur la Gemara précédente, elle n'est pas fondamentale, c'est plutôt sur Avodah Zarah, ça nous intéresse pas beaucoup. Donc, je prends vers la fin du passage, ce qu'on a fait maintenant. Amar Rav Hanan bar Rav Yitzchak, Amar Rav Chia bar Rashi, c'est pas nécessairement les mêmes noms que ce qu'on a vu nous, mais c'est Amar Shmuel, c'est ça qui m'intéresse, c'est le digne de Shmuel, vous l'avez. Kol keli cheres. Je vous disais qu'il rajoute le mot cheres que nous on n'avait pas. Kol keli cheres shenishtamesh baen chametz betzonen mutar lishtamesh baen matzah betzonen. Donc tout ustensile en argile qui a été utilisé pendant toute l'année avec du chametz à froid, on pourra l'utiliser à Pessah en matzah,
mais uniquement à froid. Et là, on ne comprend pas, puisque c'est utilisé à froid, donc ça n'a pas absorbé, donc on peut mettre même à chaud. Non, il dit que à froid. Chutz mi bet seor oil v'chimutzo caché. Alors, je vous propose, pour commencer, de regarder le Maor HaKatan, parce qu'il est très court. המאור הקטן, ועד כתב הריף ז"ל, כל הכלים שנשתמש בהם חמץ בצונן, משתמש בהם מצה בצונן, חוץ מבית שאור. Le Baal HaMaor dit lav davka. Il ne faut pas prendre ça au sens strict. Quand on a dit tsonnet, ce n'est pas exclusif. Ou bisfarim shelanu en baem. Et là, mishtabesh baem matzah. Et d'ailleurs, dans nos versions à nous, c'est encore plus simple. Il n'y a pas écrit le mot tsonen bichlal. Donc il veut dire, même si on a la version du Rif qui dit tsonen, mais ce n'est pas à prendre au sens strict. Mais de toute façon, la bonne version, c'est la nôtre, où il n'y a pas de tsonen, et donc on pourra utiliser même à chaud. Ou perusha, et l'explication de la Gemara quand elle dit on pourra utiliser en matzah, ben bechamin, ben betsonen, v'achil cheta. Voilà, terminé. Alors, juste comme ça, juste pour vous donner une petite impression, on va regarder le Milchamot Hashem, juste en dessous. Vous savez que Milchamot Hashem, c'est le Ramban qui prend la défense les guerres du Seigneur, il prend la défense du Rif face aux questions du Baal HaMaor. Alors juste, on va voir le début. Amar HaKotev, donc d'abord il cite le Baal HaMaor, c'est pas peine qu'on le relise. Amar HaKotev, l'auteur de ces lignes, dit le Fidaati, à mon humble avis, il dit pas humble, à mon avis, Davar na'e u mitkabelu. C'est très joli et c'est très recevable. Il reprend ce que la Gemara dit à propos de Inve Hagefen, Binve Hagefen. Quand un Talmid Chacham épouse une bat Kohen, c'est Inve Hagefen, Binve Hagefen, Davar na'e u mitkabel. Ça se chante aussi. Donc il utilise cette formulation pour dire le Rif, c'est très joli ce qu'il a dit, et c'est quelque chose qui se reçoit. Ou le Rabbeinu Agadol Zal na'e le dorsho. Et c'est quelque chose qui est du niveau, qui revient à notre maître de dire une chose pareille. Alors, quel va être alors, je ne sais pas si vous regardez, il est immense, le Milchamot Hashem. Donc, je ne vais pas vous imposer de faire tout ce Milchamot Hashem. Si vous voulez, vous pourrez le faire de votre côté. Mais simplement, on va regarder la direction. Après, on verra Loran. Loran fera une bonne synthèse. Mais juste pour voir un peu la direction de comment il justifie qu'on utilise ça à chaud, qu'on n'ait pas le droit de l'utiliser même à froid, alors que ça n'a servi qu'à froid. Réponse, le fiche matzin ou gaber yahin neser, parce qu'on s'inspire de ce qu'on trouve par rapport au yahin neser. Chez kol kli cheres, qu'est-ce qu'on voit par rapport à yahin neser? Tout objet en argile. Il ne faut pas oublier que d'après le Rif, on ne parle ici que d'un objet en argile. Il ne dirait pas la même chose pour un autre objet. Non, un ustensile en argile qui a été utilisé à froid avec du chametz, on ne pourra pas l'utiliser même à froid avec de la matzah. Pourquoi? Par comparaison avec le yahin neser, où on dit que tout kli cheres, chez Trillat Tashmisho, ou dès la première utilisation, quand il était encore neuf, je vous ai expliqué que lorsqu'il est neuf, il absorbe particulièrement. Biden Ochrim, donc c'était un goy qui l'avait, Eno Mutar Ba'alacha, un ustensile qui a été utilisé avec du vin par un goy en argile, il est cuit, on peut pas le rincer. Même si le vin ne restait pas longtemps dedans, même si c'était juste le temps de boire, ou le temps d'un repas, c'est terminé. Voilà, c'est la source, c'est la Gemara de Avodah Zarah, d'Aflamid Gimel Amud Bet. Et aussi, il y a encore d'autres preuves. Après, il y a plusieurs preuves. Et bon, je parle donc. Après, il amène d'autres preuves, mais l'explication qu'il donne, je vous le résume simplement, parce que je l'ai lu, c'est qu'il dit qu'il y a deux effets conjugués. Le kli cheres, neuf, poreux, et lui, il rajoute le fait que le vin, il a une harifout. Et comme donc c'est l'effet conjugué qui fait que ça rentre dedans. Et le chametz, dit-il, il a aussi une harifout.
Moi, je vois pas que le Khametz, une fois que le Khametz a été cuit, je ne sens pas Kharif, lui, il estime qu'il y a oui quelque chose qui fait. Et alors, comme ça rentre dedans, alors après, il faut expliquer quand même, il faut quand même expliquer pourquoi. Ah ouais, donc, si c'est rentré, après, ça peut ressortir. Si on l'utilise à chaud, ça pourrait ressortir. Donc, on ne pourra l'utiliser qu'à froid. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on commencera l'oral. Ou l'oral, ou alors le